Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va revoir un patrimoine à nouveau, le patrimoine d'Eric. Alors c'est un prénom anonymisé bien sûr. Eric qui est ingénieur dans une grande entreprise française dont on ne va pas citer le nom mais dont on va beaucoup parler. Il a 52 ans. Il a deux questions pour moi ou pour vous. C'est que pense-t-on, qu'est-ce que je pense moi de la répartition de son patrimoine, de son allocation d'actifs et est-ce que selon moi il peut atteindre l'indépendance financière? Est-ce que c'est bientôt là ou est-ce que ça demande encore du temps? Donc je pense que vous en avez bien conscience mais je tiens à le redire, un petit disclaimer, ce n'est pas un conseil dédié à Eric tout simplement parce que je ne connais pas assez sa situation et aussi, surtout, parce que je ne suis pas CIF, je ne suis pas conseiller en investissement financier, je ne suis pas immatriculé à l'ORIAS, donc je ne peux pas faire du conseil individuel. Donc c'est de la pédagogie. On est là pour réfléchir ensemble sur le patrimoine d'Eric. Donc son but, il est clair, c'est atteindre l'indépendance financière. Il explique qu'il a toujours vécu en dessous de ses moyens pour épargner et investir, d'abord dans la pierre et ensuite en bourse. Il ne s'est pas privé. Voilà, il a toujours pu voyager, etc. Mais il a été efficace dans ses dépenses. Donc il a atteint son objectif, enfin il pense avoir atteint son objectif de vivre de son patrimoine sans vendre, parce qu'en fait c'est ça son but, c'est de pouvoir vivre sans appliquer la règle des 4%, puisque la règle des 4% c'est d'atteindre, on calcule nos dépenses, et il faut que ces dépenses, enfin il faut que se crée un patrimoine qui fait que 4% des dépenses doivent permettre pas 4% des dépenses, que 4% du patrimoine nous permettent de vivre. Ici lui c'est simple, il ne veut pas avoir à vendre des actifs, donc il veut purement vivre de son rendement. On verra que ça a bien influencé son portefeuille. Donc il travaille toujours, c'est pour ça qu'il a ce questionnement encore de l'indépendance financière, il a un peu du mal à le passer. Je pense aussi que c'est une question de génération. Les générations qui ont 20 ans de moins se posent beaucoup moins la question. Avec un patrimoine de 2,5 millions, il y en a beaucoup qui auraient arrêté de travailler depuis longtemps, mais la question elle est très légitime parce que quelle sera la retraite d'Eric, je ne sais pas, mais à 52 ans, pour certains d'entre vous qui avaient 20 ans de moins, vous allez penser qu'il commence à être âgé, mais en fait il ne l'est pas du tout. Si on prend s'il espère vivre jusqu'à 100 ans voire plus, ce que je lui souhaite, ça veut dire qu'il faut qu'il vive sur son patrimoine pendant une cinquantaine d'années, ce qui reste quand même pas mal. Donc justement, à propos de la construction de son patrimoine. Déjà, il nous parle tout de suite de la transition énergétique. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est quelque chose de très important pour lui. Je vous ai coupé le petit paragraphe parce que c'est un petit peu long. Donc, c'est ce qui explique notamment ses convictions profondes pour, j'ai mis des X, pour X, son entreprise actuelle, son employeur actuel, dans lequel il a une position plutôt importante. On va voir ça. Ensuite, il pense, donc même si pour lui la transition énergétique est très importante, il ne pense pas que Total ou les autres pétroliers vont arrêter de produire du pétrole et du gaz sous peu. Et voilà, ce qui fait qu'il a une grosse conviction aussi sur Total, on le verra par la suite. Donc il nous explique les recettes, les secrets plutôt de sa réussite financière. Donc il a pris certains risques. Donc déjà, il n'a plus de crédit sur sa résidence principale depuis le mois de juillet. Donc là, il a ouvert le champagne, ce que je peux comprendre. Alors il a 52 ans, donc vu qu'à l'époque où il a dû acheter, les crédits étaient plutôt courts. Il n'a pas acheté si tôt que ça. Bon, aujourd'hui, on a des crédits qui dépassent 20 ans, mais à une certaine époque, il n'y avait quasiment pas de crédit qui dépassait 20 ans. Donc, il avait soit un crédit sur 15 ou 20 ans. Donc, voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui a acheté sa résidence principale à 22 ans ou alors il a continué à prendre des crédits ensuite. Point important, il nous explique qu'il investit continuellement dans l'action de son employeur. Épargne perso, intéressement, participation, actions gratuites, etc. avec décote et abondement depuis presque 20 ans. Donc effectivement, on me pose souvent la question des plans épargne entreprise. De mon côté, j'ai toujours utilisé ça. J'ai travaillé dans des grandes banques et à chaque fois, il y avait un plan épargne entreprise où on pouvait acheter souvent avec 20% de décote des titres. Et j'en ai toujours profité au maximum. Donc j'ai toujours mis le montant quasiment maximum là-dessus. Mais dès que j'ai pu débloquer, j'ai débloqué pour ne pas être trop exposé à mon employeur. On voit que c'est pas du tout la direction qu'a pris Eric. Il a accumulé sur sa boîte depuis un moment. Ensuite, il a emprunté 100 000 euros en 2019 pour investir sur une SCPI, Quorum Origin, avec 4,8% de rendement net. Et ensuite, il a utilisé une partie de son PEE, qui était investi toujours dans son employeur, pour diversifier son patrimoine et créer une grande grâce aux SCPI. On va voir que les SCPI représentent aussi une grosse partie de son patrimoine. Maintenant, il nous a parlé un peu plus tôt de gros paris qu'il a fait. Les voilà, les gros paris. Gros paris sur le pétrole pendant le Covid, juste après le Covid plutôt. Il a basculé 173 000 euros de fonds en euros en Total Énergie, ce qui lui a fait plus que doubler sa mise. Donc maintenant, il a 360 000 euros
en total, même un petit peu plus, on verra. Et autre pari important, il a converti des fonds en euros pour saturer son PEA de valeur du CAC 40, ce qui lui a fait une plus-value de 70%. Donc vraiment, il a fait, on dit souvent de ne pas faire de market timing, mais ça lui a bien réussi. Et autre chose qui a permis de compléter son patrimoine, bien plus malheureux celui-là, c'est qu'il a hérité de ses parents en 2022. Donc il y a son patrimoine boursier qui a augmenté avec 350 000 euros et son patrimoine côté SCPI, côté immobilier de bureau et commercial pour 300 000 euros. Mais voilà, il nous explique qu'il était déjà multimillionnaire avant leur décès, ça ne lui a pas changé la vie, mais c'est plutôt une marge de sécurité importante. Donc passons maintenant à son patrimoine, donc patrimoine qui est ici, je vous l'ai dit, 2,5 millions. Alors comment est-ce qu'il est réparti? Donc déjà, en assurance vie, il a 360 000 euros qui sont aujourd'hui quasiment totalement en titre vif total. On a vu que c'est le gros coup qu'il a fait pendant ou juste après la crise Covid. Ensuite, il a ses positions dans des SCPI, Quorum XL, Quorum Origin, donc là-dedans, il a 820 000 euros, 822 000 euros. Plan épargne entreprise, 587 000 euros, donc ça c'est chez son employeur. Alors comme j'ai tenu à anonymiser, on ne va pas en parler plus que ça, mais lui a une confiance totale dans la société, tout lui plaît en fait, la tendance sur laquelle elle est, la manière dont c'est géré, le PDG, etc., etc. Donc grosse conviction sur sa boîte, j'ai pas trop d'avis là-dessus, il dit une bonne valeur de croissance, probablement un peu surévaluée, je pense que ça définit bien la société en question, une bonne valeur de croissance, mais de qualité aussi, vraiment une belle boîte. Un peu surévalué, peut-être, vu que toutes les belles entreprises aujourd'hui sont un peu surévaluées. Ensuite, dans le PEA, il a mis un lien. Voilà, dans le PEA, il a 255 000 euros, donc très axé CAC 40, on va le voir. Dans son compte titre, il a 400 000 euros. Il explique qu'il est lourdement investi en REITs. Donc les REITs, ce sont les foncières américaines, donc qui sont principalement dans de l'immobilier commercial. Il y a un peu tout, mais c'est beaucoup d'immobilier commercial, un peu d'immobilier de bureau ou un peu d'autres immobiliers, de logistique ou autre. Mais voilà, il fait un gros pari là-dessus. Ensuite, il a un peu d'air liquide et un peu dans des PER, mais on a ici les 2,5 millions qui sont expliqués. Alors si je regarde maintenant l'évolution de son patrimoine, on voit que son patrimoine a explosé ces 2-3 dernières années, puisqu'il était à peine plus d'1 million. Donc on voit qu'il a fait des gros paris pendant le Covid qui ont bien réussi, il y a eu le boost de l'héritage et puis ça a continué ensuite à bien performer. Alors dans le détail des positions, c'est pas forcément la peine que j'y passe trop de temps. Sur son PEA, on voit qu'il est plutôt bien diversifié par rapport au reste, donc plus grosse position dans Total Energy, LVMH, etc. Puis après ça descend. Donc on voit qu'il a beaucoup de lignes. Moi, ce qui me surprend, première remarque sur ce PEA, c'est qu'il a donc pas mal de lignes, peut-être une vingtaine de lignes, un petit peu plus, et pourtant, très vite, on a des positions qui représentent moins de 1%. Donc on a une dizaine de positions, voire même plus, qui sont à moins de 1%, et avec des montants qui sont ridicules. Donc j'imagine que quand je vois les noms, de toute façon, c'est des sociétés qui ont souvent beaucoup baissé. Et puis on voit les pourcentages, il a des pertes de 80%, 49%, etc. Mais malgré tout, je ne comprends pas ce que font ces lignes-là. Ça donne une impression de diversification. Ce portefeuille PEA est diversifié, mais il y a le nombre de lignes donne une impression de diversification. Et on va le voir un peu par la suite. Le CTO. Donc le compte titre, bon là il nous a mis la répartition de son PEA qui est effectivement bien répartie en termes de secteur ou autre. Son compte titre, il a du Berkshire Hathaway et ensuite pas mal, enfin un peu de Total encore, et ensuite pas mal comme il expliquait de foncières américaines. Alors mon point de vue, je vais répondre à ces questions un peu plus tard, mais déjà mon point de vue sur son patrimoine. Son patrimoine, en fait ce qu'il fait, je ne sais pas s'il s'en rend compte, je pense qu'il s'en rend compte quand même, mais c'est qu'il fait 3 gros paris. Ces 3 gros paris, ce sont en premier pour 600 000 euros sa boîte actuelle. Donc 600 000 euros sur 2,5 millions. Donc ces 600 000 euros, ils représentent 44% de son portefeuille action. Donc c'est même presque pas loin de la moitié. Et 25% de son patrimoine total. Et justement, en parlant de total, c'est son deuxième pari. Enfin, son deuxième pari, c'est un de ses 2 paris. Il a 400 000 euros en Total Energy. Donc à nouveau gros pari là-dessus. Et son troisième pari, c'est tout ce qui est immobilier, bureau et commercial au travers des SCPI avec 822 000 euros, mais aussi une grosse partie de son compte titre. Donc en fait, déjà il fait 3 paris. Il fait 3 paris sur, donc j'ai dit Total et son employeur actuel, plus de l'immobilier, mais pas n'importe quel immobilier, SCPI et foncière. On va regarder, il a 800 000 euros en SCPI, donc on va regarder rapidement ce qu'il y a derrière. Il a donc une première SCPI qui est la SCPI de chez Quorum XL, donc bon, Quorum c'est un grand nom des SCPI.
Cette SCPI a 72 immeubles. On voit qu'ils sont plutôt au Royaume-Uni, même s'ils sont bien répartis, c'est quand même beaucoup au Royaume-Uni. Et surtout, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a 72% de bureaux et 15% de commerce, 3% d'hôtellerie, etc. Il y a 0 résidentiel, ce qui est assez classique dans une SCPI. Mais les SCPI, c'est vu comme, par beaucoup de personnes comme voilà, l'immobilier, c'est la pierre, c'est solide, c'est pierre-papier, mais malgré tout, je n'ai pas à gérer, mais c'est solide. On va regarder la deuxième SCPI, vous allez comprendre où je vais en venir. Donc là, cette fois-ci, 153 immeubles qui sont principalement en France. Et on a 48% de bureaux, 32% de commerce, 9% d'hôtellerie. En fait, ce qu'il faut bien comprendre quand on investit dans des SCPI ou dans des foncières, parce qu'il a 800 000 euros de SCPI, mais je pense qu'il a peut-être pas le moins, j'ai pas fait les calculs, mais de 1 million au total si on rajoute les foncières américaines. Alors oui, quand on regarde les durées des baux, les durées d'engagement des locataires, c'est à peu près 6 ans, donc c'est beaucoup, il y a une certaine stabilité. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas considérer les SCPI ou les foncières comme aussi sûrs que l'immobilier résidentiel. L'immobilier résidentiel, les gens doivent se loger. Donc les locataires, même s'ils bougent peut-être plus qu'une entreprise qui ne va pas bouger son siège social non plus tout le temps, on a quand même c'est vraiment cyclique en fait. Et on le sait, quand il y a eu des crises immobilières dans le passé, on a eu une crise de l'immobilier de bureau à Paris à la fin des années 90, etc. C'est beaucoup plus ça que le résidentiel. Les gens ne quittent pas leur appartement pour vivre en tente, ils quittent leur appartement pour un autre appartement, et peut-être plus petit, etc. Mais alors que les entreprises, elles peuvent faire faillite, elles peuvent licencier des gens, donc prendre des bureaux plus petits, les commerces peuvent fermer, les chiffres d'affaires des commerces peuvent baisser, et dans certains cas, surtout dans le cas des foncières, l'immobilier commercial, le loyer peut être en pourcentage aussi du chiffre d'affaires ou une partie. Donc voilà, c'est quand même pas n'importe quel immobilier qu'il a choisi. Je passe maintenant aux questions que je lui ai posées, parce que j'ai posé à Eric plusieurs questions, c'est les mêmes questions que je pose à tout le monde, comme ça on a un peu le référentiel. Première question, quels sont tes critères d'achat ? Je suis investisseur long terme, je ne fais pas de trading, je sélectionne des entreprises de qualité. Premier et critère important, pas d'état dans l'actionnariat, très bien. Secteur, je sélectionne des secteurs dans des macro-tendances porteuses. Par exemple, sa boîte actuelle, le luxe, ou bien des convictions personnelles Total Énergie. Il dit que, énergie de transition du côté du gaz, etc. etc. Je reviendrai à tout ça, sur tout ça. Compromis rendement potentiel de croissance, je suis sensible au rendement, dividende, puisqu'il a cet objectif de rente. Il essaie de maintenir un équilibre par support d'investissement, PEA, CTO, entre les entreprises value et croissance. Il évite les bulles en essayant de ne pas investir dans des entreprises trop valorisées avec des PER élevés. Pour la croissance, je m'oriente plutôt vers des sociétés établies qui génèrent du cash comme Microsoft, Apple, sociétés de semi-conducteurs. Je cherche des sociétés solides et bien gérées, etc. etc. Alors, Eric, en fait, j'aurais peut-être dû faire la vidéo différemment. J'aurais peut-être dû prendre ça en premier et ensuite montrer le patrimoine. Parce que moi, je vois une vraie dissonance entre ce qui est dit et ce qui est fait. Si je ne vous avais pas montré le portefeuille d'Eric avant ça, je me serais dit, investisseur qualité, donc il va être un peu dans les mêmes boîtes que moi, des gros leaders sur leur marché, bien répartis, etc. Donc ça ne me surprend pas de voir du Microsoft, Apple, ce genre de boîtes, ou des boîtes du luxe, etc. Bon, parfait, j'imagine à peu près un portefeuille comme ça. Ensuite, il parle des macro-tendances, il parle notamment de la transition énergétique, etc. Donc je m'attends aussi, transition énergétique, je l'imagine vaguement éviter les pétrolières, peut-être investir dans quelques boîtes de renouvelables bien choisies, etc. Ou dans des sociétés qui sont liées à ça. Investisseur qualité, donc j'imagine aussi un investisseur prudent, parce que quand on investit dans des boîtes de qualité, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose qu'on fait, c'est qu'on cherche des boîtes qui ont une bonne solidité financière et qui sont stables. On cherche vraiment de la stabilité. On cherche de la croissance, mais stable. On cherche la stabilité. Donc ce sont des gens qui sont en général gestion bon père de famille, etc. Exactement ce que je fais moi. Donc là, vous avez bien en tête les tendances, investissement de qualité, etc. Et puis, je regarde et je vois ces 3 paris. Donc 3 paris, je répète, immobilier de bureau et commercial, sa boîte actuelle et Total Énergie. Et là, je me dis, ok, transition énergétique, ça a l'air d'être un point important pour lui, mais un de ses gros paris, il est sur Total. Alors, je veux bien qu'on se dise que Total est un peu sous-évalué et que la transition énergétique ne va pas tuer Total immédiatement. Je peux le comprendre. Mais en fait, ce qui est surprenant, c'est la taille en fait massive de ces trois paris, parce que je répète, sur l'immobilier de commercial et de bureau, on peut, à mon avis, on n'est pas loin du million si je rajoute ce qu'il y a dans le CTO. Et ensuite, à mon avis, je ne sais pas Eric si tu en as conscience, mais il y a une fausse impression de diversification. En fait, dans son portefeuille, il a énormément de lignes. Il a beaucoup de lignes sur son PEA, il a beaucoup de lignes sur son CTO, il a 2 SCPI qui
elles-mêmes, on l'a vu, ont plus de 200 immeubles, il a plein de foncières américaines, etc. Donc on a une impression de grosse diversification. Mais en fait, il a donc 600 000 euros, je l'ai déjà dit, sur sa boîte, 400 000 dans le total et à pas loin d'1 million sur l'immobilier commercial. Et donc non seulement il est absolument pas diversifié, parce que, je le rappelle, on peut avoir des portefeuilles concentrés. Et il y a des très bons investisseurs qui ont des portefeuilles concentrés. Qu'est-ce qu'on appelle concentré? Allez, on va dire moins de 10 valeurs pour moi. Mais souvent, ça reste 6, 7, 8 valeurs. Et en général, ces valeurs-là sont décorrélées. Il y a 6, 7, 8. Et puis, à peu près équipondérées, c'est-à-dire qu'on n'a pas comme là 3 paris qui sont faits et surtout 2 sur des actions individuelles. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il y a une fausse diversification. Pourquoi? Parce qu'il me parle de Microsoft, d'Apple, etc. Mais dans son portefeuille, c'est rien. En fait, si on regarde les actions individuelles, donc les 2 premières représentent dans son portefeuille actions, il a 44% et 29%, c'est-à-dire qu'il a 74%, il a les 3 quarts de son portefeuille actions sur 2 valeurs. Donc après, il peut me dire qu'il investit dans le luxe. Non, en fait, c'est peanuts. C'est rien du tout. Pareil, je ne vois même pas Microsoft, etc. Donc non, il n'est pas du tout dans la tech. Aujourd'hui, la tech, c'est quand même là où il y a beaucoup de choses qui se passent, tech au sens large. Ce n'est pas juste la tech à vendre des téléphones portables. Donc ça, il n'en a pas. Le luxe, il n'en a pas. Parce que quand là, je vois LVMH et puis je vois Kering derrière, c'est pas du tout avec... ça représente rien, 1% de son patrimoine global. Donc pour moi, il n'est pas exposé à la tech, il n'est pas exposé au luxe, il n'est pas exposé aux entreprises de qualité. Il a un risque énorme. Et ce risque énorme, c'est ce qu'on appelle le risque spécifique. Le risque spécifique, c'est surtout sur Total et sur son employeur actuel. C'est qu'en fait, la boîte peut être d'une qualité incroyable. Il se peut toujours qu'il y ait un pépin spécifique à cette boîte. C'est pour ça qu'on diversifie. C'est-à-dire qu'on peut aimer le luxe, mais on ne met pas toutes ses billes dans LVMH ou Hermès, ou voilà, peu importe le nom. On peut aimer Total, mais on ne met pas toutes ses billes dans Total. Parce que le risque spécifique, c'est un risque qui est très faible, c'est un risque qui va être peut-être de 1 à 2%, mais qui va potentiellement couler la boîte. Orpea, avant que la boîte coule, pour les raisons qu'on connaît, le livre qui est sorti sur les EHPAD, etc., avant ça, c'était un placement pépère, bon père de famille. Imaginez, vous avez une boîte qui a de l'immobilier, qui a des EHPAD, avec des personnes âgées qui sont là, on manque de place en EHPAD, il y a les listes d'attente, etc. Ça joue en plus la tendance démographique du vieillissement de la population, donc c'était vu comme un investissement safe, vraiment, qui apportait de la sécurité. Le truc est allé à zéro. Donc on le voit, il y a des boîtes, Atos est allé à zéro, des fraudes, Wirecard, Enron dans le passé, pour ceux qui sont un peu plus vieux, Wirecard, c'était une belle boîte aux États-Unis qui est tombée à zéro à cause de fraude. Donc je ne dis pas qu'il va y avoir des fraudes chez Total ou chez son employeur actuel, mais s'il y a un pépin, le PDG qui meurt, etc., ou des scandales qui peuvent arriver. Alors, vu que je ne peux pas parler de son employeur actuel, parlons de Total. Total, c'est pas la boîte la plus safe, c'est pas la boîte sur laquelle on peut se dire il n'y a aucun pépin qui va arriver. Parce que Total, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec des produits polluants, ils travaillent avec du pétrole. Donc ça veut dire qu'ils affrètent des pétroliers, etc. Donc il y a une marée noire, même si c'est pas Total, même si c'est pas le pétrolier de Total, si c'est eux qui l'ont affrété, on sait que ça va faire les gros titres. S'il y a un pipeline qui saute, peu importe, s'il y a des morts sur une plateforme pétrolière qui appartient à Total, s'il y a des pollutions en Afrique, sur leur lieu, etc. On sait très bien que ça peut arriver. Des risques réputationnels, parce que Total, où est-ce qu'ils pompent, où est-ce qu'ils produisent, qui produisent du pétrole ou du gaz. Mais c'est souvent dans des pays un peu limites, voire même des pays en guerre. Donc on sait qu'il y a potentiellement de la corruption. Alors je ne dis pas que Total fait de la corruption, mais on sait qu'il y a potentiellement des pots de vin, etc. Dans ce genre de secteur, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc est-ce que je peux exclure totalement que dans les 10 prochaines années, il n'y aura pas des gros titres sur Total, gros titres négatifs qui fait que le titre perd 20 ou 25%? Ça, je ne peux pas le dire. Et ça va très vite, parce que 25% sur Total, pour Eric, c'est 100 000 euros en moins. Et même chose chez son employeur. Pour aujourd'hui, tout est parfait sur cette boîte, mais combien de temps ça va durer, ça, on ne sait pas. Donc là, on est sur le pire risque. Un risque spécifique, c'est le pire. Ensuite, si on prend un peu de recul, il y a un risque sectoriel. Et puis après, si on prend encore un peu plus de recul, il y a un risque de marché. Le risque de marché, on ne peut pas le diversifier. Il faut sortir du marché pour le diversifier ou bien se couvrir, donc on perd la performance. Donc je laisse de côté le risque de marché. Oui, ces portefeuilles peuvent s'effondrer en cas de crack, etc. Mais sur le risque sectoriel, donc il a évidemment sur ces boîtes, les 2 boîtes en question, Total et son employeur, il a le risque spécifique plus le risque sectoriel, qui fait que les pétrolières, ou bien sur sa boîte, ça peut mal se passer. Mais on l'a aussi sur la partie des foncières et des SCPI, enfin surtout SCPI avec 800 000 euros. Ce qu'il faut voir, c'est que
C'est là où je parlais de dissonance, en fait, Eric, entre ce que tu nous dis, comme voilà ce que je veux faire, voilà comme l'investisseur que je me considère, et puis ce qui est fait. Parce qu'en termes de méga tendance, en termes de macro tendance, on sait très bien qu'il y a, pour l'immobilier de bureau, il y a le télétravail, qui est quand même un énorme concurrent. Et puis, il y a aussi, côté commerce, il y a le e-commerce. Donc les SCPI, les foncières, ça a des vents de face et ça a des... Voilà, et on est quand même en train de se battre contre le télétravail et contre le e-commerce. C'est du concret. Moi, je connais beaucoup d'entreprises qui avant, notamment mon ancien employeur qui a son siège à Londres, donc c'est une grosse banque anglaise, et avant, il y avait de la place pour tout le monde dans les bureaux. Avec l'avènement du télétravail, ils ont vite compris qu'ils mettaient, je sais pas, il y a peut-être un poste pour 2 personnes aujourd'hui. Donc, comme ils sont énormément en télétravail, si vous venez travailler le jour même, il y a des chances que vous ne trouviez pas de poste. Oui, c'est un moyen facile de faire des économies. Vous ne virez pas les gens, mais vous prévoyez moins de bureaux. Et donc, les gens, après, se débrouillent pour faire le plus de télétravail possible. Alors, ce n'est pas la politique de toutes les banques, toutes les banques ou toutes les boîtes, mais voilà, c'est une possibilité. Même chose sur le e-commerce. On parle quand même des centres commerciaux, très souvent, ou même de petits commerces. Mais le e-commerce grignote des parts de marché depuis des années et des années. Et pour moi, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, sur les critères d'achat, si on regarde les lignes en cachant les montants, je comprends, mais dès qu'on met les montants, on se rend compte qu'en fait non, la diversification n'est pas là et même on en est très loin. Si je passe rapidement sur les ventes, parce qu'évidemment Eric c'est pas quelqu'un qui vend beaucoup, donc il dit à l'exemple de Warren Buffett, j'achète des actions idéalement pour la vie. Dans la vraie vie, il m'arrive parfois de revendre des positions dans les cas suivants. Donc changement de conviction, ok très bien. Résultats exceptionnels qui ont surfé sur une situation exceptionnelle. Donc là, comme Pfizer avec le Covid, il prend son profit. Si un ou plusieurs de mes critères d'achat s'invalident, voilà, bon ça, résultat en dessous des attentes, etc., il vend aussi. Et il n'a pas peur de prendre ses pertes, ce qui est très bien. Comment considères-tu ton style d'investissement ? Gestion active, jusque-là, car je fais du stock picking, oui. Mais je sais pas si il réalise, en fait, j'hésite toujours à lui parler à lui ou à vous, auditeurs, mais je ne sais pas s'il réalise que c'est du stock picking, mais c'est surtout du pari voilà, sur 2-3 trucs. Donc plutôt rendement à l'origine, je m'oriente vers un type d'investissement mixte et équilibré. Value de qualité et croissance, c'est pas du tout le cas. Ou alors il considère que voilà, value c'est total et croissance c'est sa boîte à lui, mais non, ce n'est pas mixte et équilibré. Je suis désolé de te dire ça. Mais c'est tout sauf équilibré. Je trais la vache value pour investir dans la croissance. Ouais, donc il prend du rendement et dès que tout le rendement, il le réinvestit en croissance. Le rééquilibrage va prendre du temps, mais c'est peut-être ça le problème, c'est qu'à mon avis, donc j'ai bien compris que c'est SCPI et Total et potentiellement sa boîte, ça lui rapporte quelques pourcents par an qu'il va réinvestir. Mais à ce rythme-là, ça va lui prendre des années et des années avant d'avoir quelque chose d'équilibré. Et pourquoi j'insiste autant sur la diversification et sur l'équilibre, c'est que Eric est quelqu'un qui veut, en gros, quitter son employeur pour vivre de son patrimoine. Donc, avoir le patrimoine qu'il a, vu les convictions qu'il a, pourquoi pas ? Je ne le ferai pas. Moi, jamais j'aurai des positions aussi grosses. Moi, j'ai la diversification qui est tatouée là dans ma tête. Je ne peux pas prendre des positions aussi grosses. J'ai trop vu en fait des boîtes qui étaient des superbes boîtes et qui ont terminé à zéro du jour au lendemain. J'ai vu des gens chez Lehman en 2008, Lehman Brothers, qui étaient ruinés parce qu'ils avaient tout leur argent chez leur employeur. Et 1 an ou 2 auparavant, Lehman Brothers, c'était une boîte magnifique dans laquelle tout le monde voulait bosser. Les gars se sont retrouvés ruinés parce qu'ils avaient la moitié de leur patrimoine dans des actions Lehman. Donc moi, ça, c'est vraiment impossible. As-tu changé ton style d'investissement ? Oui, si on ignore donc X, sa boîte actuelle, qui est un cas particulier, j'ai beaucoup investi dans des premiers temps dans des sociétés de qualité et de rendement. Mais en fait, je crois que le problème, c'est justement le si. C'est si on ignore ça, mais on ne peut pas l'ignorer en fait. On ne peut pas l'ignorer. Le patrimoine aujourd'hui est complètement déséquilibré. Alors, je tape beaucoup sur les SCPI ici, mais je tape sur les SCPI parce que le reste du patrimoine est très déséquilibré. Et évidemment que les SCPI, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, oui c'est du commercial, oui c'est du bureau, mais c'est quand même beaucoup plus sécurisant que le reste. Donc je peux comprendre cette partie SCPI pour quelqu'un qui veut purement du rendement. Aujourd'hui, arrivé à l'objectif de revenu potentiel, je m'oriente de plus en plus vers des valeurs de croissance. Voire je fais des essais avec des petits montants sur des small et medium caps. Mais en fait, le truc, c'est que c'est difficile quand on est dedans. Et à un moment, il le met, je sais plus où, dans les documents, il dit la tête dans le guidon, mais c'est vraiment ça. En fait, je crois qu'il y a un gros problème de montant et je crois qu'il y a un gros problème de changement de direction. Ça lui fait mal de baisser sa position dans son employeur ou chez Total, par exemple, quand même un gros problème de risque. Et justement, on en vient au risque. Je lui demande comment évaluerais-tu ton aversion au risque sur une échelle de 1 à 10 ?
1, je ne veux pas prendre de risque avec mon argent. 10, je veux faire un gros coup. Dur de répondre, car comme tu le sais maintenant, j'ai su faire all-in sur mon PEA et sur mon assurance vie sur Total Energy après le Covid, ce qui était tout de même assez hardi. Pourtant, je mettrais un 5 sur 10. Je prends le risque d'investir en bourse, ce qui par nature est risqué. Je suis maintenant plutôt dans une stratégie de conservation de patrimoine, voire même de revenus du patrimoine. C'est fou. C'est fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je lui mettrais un 8. Je lui mettrais un 8 facilement de prise de risque. Et je suis maintenant dans une stratégie de conservation de patrimoine, je dirais même de revenu de patrimoine. Il a plus d'1 million sur 2 titres. D'accord, donc sur les 2,5 millions, il y a plus d'1 million sur 2 titres. Ça veut dire qu'il a 41% de son patrimoine sur 2 actions. Et je parle du patrimoine. Bon, il y a sa résidence principale, mais on parle de gros montants. 41%. À 41% sur 2 titres, mais je retire mon 8 sur 10, je pense que le niveau de risque, et c'est ça qui est intéressant, c'est là où il y a vraiment une dissonance cognitive. Le portefeuille aujourd'hui d'Eric, il est beaucoup plus... j'ai dit 8, mais à mon avis, je monterais même peut-être d'un cran à 9 sur 10. Voilà, bon, dites-moi dans les commentaires, à votre avis, où vous situez le niveau de risque d'Eric sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que vous pensez qu'il a raison avec un 5 sur 10 ou c'est peut-être moi qui suis trop prudent? Alors, quelle source utilises-tu? Donc, la chaîne BFM Business, j'aime bien leur état d'esprit. Je regarde les nouvelles financières régulièrement. Je participe à quelques réunions d'investisseurs, Quorum par exemple. Oui, je peux comprendre que quand on a 800 000 euros sur deux SCPI et qu'on écoute bien ce qu'ils disent, ou parfois des sociétés sur lesquelles je suis lourdement investi, bon là on sait lesquelles, beaucoup YouTube et ta chaîne notamment, il y a beaucoup de clowns, bon voilà, les gens que j'écoute, donc il y a moi, Warren Buffett, oui on peut trouver quelques petits, c'est écouter au sens large, ça peut être la lettre de Berkshire Hathaway, etc., vu qu'il est actionnaire, Benjamin Louvet, Guillaume Rouvier, Guy Storm. Ensuite, il nous montre une simulation de ses revenus potentiels, donc ça fait à peu près 90 000 euros à l'année. Voilà, une répartition assez classique dans l'année, avec un mois de mai qui est assez riche en termes de dividendes. Bon, lui, je pense que la plupart viennent des SCPI. Alors bien sûr, il faut prendre en compte le fait que sa résidence principale soit payée, donc c'est vrai que c'est correct. Après, ça dépend de son niveau de vie, hein. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre avec ça, mais je pense que voilà, l'indépendance financière est tout à fait possible. Mais à nouveau, je réinsiste, moi, je ne serais pas serein avec un portefeuille aussi pondéré dans deux valeurs. Et autant, bon, à la limite, la partie SCPI, peut-être que je la toucherai pas si vraiment je veux vivre de mon patrimoine, même si moi j'ai choisi autre chose. Moi j'ai pris de l'immobilier en direct parce que c'est beaucoup plus rentable, mais voilà, s'il veut pas s'embêter, pourquoi pas la partie SCPI. Ensuite, si je passe à ces questions, patrimoine très concentré sur son employeur et Total, même si ce sont deux sociétés complémentaires et très bien gérées. Donc bon, il a conscience quand même que c'est très concentré. Ma surconcentration donc sur mon employeur s'explique par mes convictions fortes sur son avenir et aussi sur les avantages, abondements, décotes, etc. dont j'ai bénéficié depuis 20 ans. Ça, je comprends tout à fait, mais est-ce qu'il y a des parts qui sont libérées? Est-ce qu'il y a des parts qui peuvent être vendues? Je pense que oui. Ensuite, il me parle de son employeur, valeur de croissance, tu partages? Oui, bon, on va pas en parler là, mais oui, effectivement, c'est une belle valeur de croissance. Ensuite, il me dit patrimoine boursier, très CAC 40, je tente de rééquilibrer avec un CTO plus orienté vers les USA en ajoutant de la croissance, de la tech. Oui, mais c'est pas vrai, en fait, le CTO, comme il le dit à lui-même, c'est surtout des REIT, c'est surtout des foncières. Mais cela se fait lentement vu la taille des autres positions existantes. Et c'est là où je pense qu'est le problème. En fait, le problème, c'est que Eric s'est fait un peu un point d'honneur à ne pas vendre ses positions, peut-être pas totale, mais en tout cas la position de son employeur, et de réallouer, en fait, de réarbitrer son portefeuille uniquement grâce au rendement. Donc en fait, il prend ses rendements de SCPI, de Total, etc., et il les met dans des Apple, Microsoft, semi-conducteurs. Mais le problème, c'est que c'est très très lent, parce que quand vous avez un patrimoine qui investit à 40% sur deux actions, et puis si on compte, ces trois paris, ça représente... ces trois paris, c'est 2 millions sur 2,5 millions, hein, on est bien d'accord. Donc il a 2,5 millions sur en gros trois choses, l'une des choses étant l'immobilier, et puis il essaye de prendre ce rendement-là, donc qui est de quelques pourcents, pour essayer de faire monter à côté les 500 000 qui sont investis dans d'autres choses, mais en fait ça va prendre énormément de temps, et s'il compte prendre son indépendance financière dans les prochaines années, son portefeuille ne sera absolument pas diversifié à temps. Sur mon CTO, j'ai pas mal investi sur des REITs malgré la hausse des taux, en pariant sur la baisse future des taux. Bon, voilà, ça c'est son explication. Donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de market timing, donc
Voilà, moi c'est quelque chose qui me... Bravo parce que ça a bien marché, mais moi je sais pas du tout mon truc, hein, mais je pense que vous le voyez, je suis quelqu'un qui est quand même relativement prudent. Moi le fait de vivre de mes investissements, bah, je me sens une certaine responsabilité aussi vis-à-vis de moi, mais pas que de moi, de la famille, etc. Donc c'est vrai que je prends pas ce genre de pari. Alors ensuite, j'utilise Berkshire Hathaway un peu comme un compte sur livret, comme toi je crois d'ailleurs. Non, 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 pas du tout. Moi je fais bien la distinction entre l'épargne de précaution. Et mon épargne de précaution, j'en ai sur livret. D'ailleurs, mes livrets sont blindés. Je prends un exemple. Donc moi, mes principaux revenus sont sur l'immobilier locatif, très saisonnier. Donc je vis voilà, l'hiver, je gagne moins que l'été. Donc je dois vivre avec cette saisonnalité-là. Ça ne me viendrait pas à l'idée d'utiliser Berkshire Hathaway comme un livret pour quelques mois. Moi, j'utilise pour ça, pour mon train de vie, on va dire. J'ai, voilà, avec ma femme, on a 2 livrets A, 2 LDDS, la machin, tout est blindé. Et j'utilise ça, en fait, comme livret. J'utilise un livret comme livret. J'utilise pas quelque chose qui est peut-être un petit peu moins volatile que le S&P 500, mais qui est quand même volatile. Je veux pas à me poser la question de est-ce que la bourse a baissé de 30% ou Berkshire Hathaway pour savoir si je peux retirer de l'argent ou non. Voilà, je sais que c'est un aspect très psychologique, mais je n'aime pas vendre des valeurs à cause de la perte des revenus potentiels qu'ils peuvent générer. Ouais, je pense que cette question de vente, hein, je l'ai déjà dit, mais ça reste quand même un petit souci. Mon scénario de rentier Mon scénario de rentier prévoit que je ne consomme jamais de capital ou presque pour vivre du rendement unique. Voilà, revenons sur l'action Total Energy, j'ai investi au bon moment et fait de grosses plus-values avec en plus du rendement. Je ne vois pas sa valorisation monter jusqu'au ciel. Mais je suis partagé, son PE est très bas, y a-t-il encore une marge de valorisation Sera-t-elle un jour valorisée comme une société énergie renouvelable qui pourrait faire monter drastiquement son PER Là, de toute façon, c'est bien simple, il suffit de regarder d'où vient le revenu total et vous voyez qu'on est très, 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 très loin. C'est une vraie pétrolière et gazière, mais ça reste une vraie pétrolière, donc on en est très loin. Et là, quand je lis ce petit paragraphe sur Total Energy, à nouveau, petite dissonance, je me dis, mais comment on peut avoir autant de doutes sur une valeur et en avoir 400 000 euros sur un portefeuille de 2,5 millions. Je ne suis pas là pour conseiller Eric, je suis là pour donner mon point de vue externe et je pense qu'il a bien compris que pour moi, la liste des positions n'a rien de choquant, mais les tailles sont complètement... C'est comme si quelqu'un avait joué avec des curseurs et s'était trompé, avait mis 2-3 curseurs au maximum en laissant tous les autres au minimum. Je pense que ça vaudrait le coup de poser à plat la répartition du portefeuille et de faire, c'est ce qu'on conseille de faire pour quelqu'un qui a du mal comme ça à arbitrer son portefeuille, c'est presque mettre de côté ce qu'il a aujourd'hui et se dire si je devais faire un portefeuille idéal aujourd'hui, hein, il ne faut pas qu'il prenne en compte le fait qu'il ait gagné beaucoup d'argent sur Total récemment, etc. Aujourd'hui, j'ai une feuille blanche, j'ai 2,5 millions à placer. Combien je place dans quoi ? Je pense qu'il aurait probablement de CSCPI, parce que ça, c'est un choix réfléchi de préparer sa retraite. Il aurait probablement une position dans Total, mais sûrement beaucoup, beaucoup plus petite. Est-ce qu'il aurait les mêmes positions sur les REITs ? Peut-être pas, parce que c'est un coup qu'il a fait. Il essaye de jouer maintenant la baisse des taux, mais il faut pas, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une énorme inertie sur son portefeuille et beaucoup de mal comme ça à faire des ajustements. À rentrer, il a l'air d'être très vif pour pouvoir prendre d'énormes positions du jour au lendemain sur Total, sur son PEA, etc. Mais ces positions, peut-être qu'elles restent un petit peu trop longtemps, je sais pas. Voilà, donc en tout cas, bravo pour tout ce que tu as fait. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que tu as énormément gonflé ton patrimoine, et ça, c'est toujours un peu à la même chose, hein. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est les revenus. Ça démarre de là, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui a eu une belle carrière dans une boîte intéressante, il a beaucoup épargné, donc revenus, épargne, et ensuite investi. En plus, il a fait des placements très rémunérateurs, notamment pendant le Covid. En plus de ça, il a hérité, donc il coche un peu toutes les cases de quelqu'un qui s'est construit un gros patrimoine, donc bravo. Mais après, j'ai l'impression que voilà, il est beaucoup plus vif pour prendre des gros paris que pour en sortir. Donc il vit avec des paris qui ne sont pas toujours des si grosses convictions que ça. En tout cas, quand je vois le petit portefeuille le petit paragraphe sur Total, voilà, ça me fait poser la question. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un avis sur la répartition des actifs d'Eric, ça peut peut-être l'aider. Alors évidemment, que de la bienveillance, sinon je n'hésiterai pas à supprimer les commentaires. En tout cas, je le remercie beaucoup d'avoir envoyé tout son patrimoine pour ça. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est maintenant plus qu'une question de choix d'être indépendant financièrement ou non. Moi, c'est vrai que, voilà, vous l'avez bien compris, hein, le gros truc, c'est que pour moi, c'est beaucoup trop concentré. Je n'aurais pas envie de me réveiller un matin et de voir une grosse manchette dans les journaux sur mon ex-employeur qui a eu
qui a eu un problème. Je ne sais pas si... voilà. Mais je n'ai pas non plus la conviction qu'il a sur cette valeur-là. Mais même chose sur Total, je ne me sentirais pas d'avoir 16% de mon patrimoine total, 30% de mon portefeuille sur Total, pour 10 000 raisons. Mais même si ce n'est pas l'action sur laquelle j'aurais une conviction aussi forte, en fait, j'ai aucune conviction aussi forte dans mon portefeuille. J'ai jamais, je dépasse pas 10% de mon portefeuille, donc je parle même pas de mon patrimoine, je dépasse pas 10% de mon portefeuille sur une seule action. Donc voilà, on a des points de vue très très différents, mais je respecte totalement le sien, mais voilà, je préfère quand même lui mettre des petits warnings. Merci encore. Pas la peine de m'envoyer vos patrimoines, j'en ai reçu beaucoup trop, je pourrais pas tous les traiter, mais merci encore à tous ceux qui l'ont fait. Et puis si vous avez des idées de vidéos, des choses ou des questions, même parce que je vais faire une vidéo avec les questions les plus fréquentes, n'hésitez pas à me mettre ça typiquement en commentaire. Voilà, merci encore et à bientôt.